Premièrement, m'a dit nous tout de suite, bon, je attendu à ça puisque c'est moi qui ai préparé la conférence là, mais nous choisi nous pour nous capables de parler justement de décryptage crise haïtienne. Non, et contrairement à ça, Michel t'a dit, pas jamais t'ai parlé de crise conjoncturelle. Crise haïtienne, non, elle est sortie depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui. C'est une litanie de crises. Nous avons des panélistes qui comprennent ça n'a dit. Donc, je vous remercie infiniment parce qu'il y a énormément de réactions, évidemment, sur Facebook et sur le chat après les deux interventions qu'on vient d'entendre, celle de Michel Auriol et de Patrick Sylvain. Et cela ne m'étonne pas parce que c'est des mondes qui pas jamais passé dans la presse ou dans les médias. Ils ont toujours parlé des politiques, de son sénateur dit, etc., etc. Et puis ils n'ont pas jamais parlé de racines problèmes que nous vivons. Et c'est ça que nous-mêmes, dans les cas de production, nous avons fait aujourd'hui. Le temps a déjà dépassé, on a déjà dépassé midi et demi, mais il y a beaucoup d'interventions. On t'a aimé Lyon Bagay parce que son bail direct concernant conférence ça yo, pas connais si moun nan là, l'homme t'est intervenu dans le début de conférence là, mais il dit merci en pile pour tout courage, conviction, engagement, persistance et détermination nous. Moi, quoi, il est plus urgent pour conférence importante ça yo traduit en créole, pagnol, anglais, tout. Créole là a permettre toute population nous en comprendre bien toute l'idée de réflexion à partager l'autre langue a permettre nous rapidement informer, sensibiliser amis, camarades, population, la presse, association, toute institution, l'autre pays qui entoure nous avec l'autre qui plus loin. Problème non grave en pile, nous besoin mobilisation, solidarité, éducation en dedans et coûts en dehors, haïtiens, tant qu'étrangers, nous besoin casser et silence, faire mounio bouger, réagir, réfléchir, organiser, coordonner, faire réflexion, y'en a pour nous faire face à vieux politique, vieux propagande agressif ou en bas chale. Bon, et puis ça continue. En tout cas, en français, la personne demande, donc, enfin, nous félicite pour cette initiative et souhaite que ces conférences soient traduites dans toutes les langues, notamment le créole, le français, l'espagnol et l'anglais en particulier. Et c'est ce que nous voulions faire. Mais je me dis, Mounsayo, que, et sans doute, il pas là l'homme commence ces conférences-là, même t'ai dit que justement, si après 8 ans, pas de gens t'es paraît aucun côté, et moi, fait le jeudi pour nous porter solidarité parce que crise est grave. Et c'est pour ça m'organiser une conférence avec experts ça parce que nous te connais ça nous t'a fait parce que tout expert que vous êtes là c'est des gens que me pratiquer pendant toute vie. C'est pas comme ça que me choisir parce que nous connaissons pays et nous connaissons ça nous t'es capoté pour eux. Et c'est pour ça que nous regrette que tout le monde qui a attaqué nous dans le début et conférence ça, c'est des gens égoïstes, c'est des gens qui méchants, c'est des gens qui crasent son pays. Parce que nous avons pratiquement 300 personnes qui ont assisté à la conférence ça et nous obligés de bloquer l'autre monde qui a plein là pour diable, il a besoin de rentrer, il pas qu'à rentrer. Mais c'était ou ça, ou bien nous pas gagner une conférence dans la sérénité. Or, il fallait cette conférence dans la sérénité parce que notre but, justement, c'est que, comme l'a dit Michel Auriol, on ne peut plus parler dans ce chaos, dans ce bruit. Il n'y a pas de, avec le bruit, il n'y a pas de réflexion. La réflexion vient dans le calme et le silence. C'est le ça nous qu'a réfléchi. Or, il y a trop de bruit en Haïti. On a parlé, il y a prélé, il n'y a pas réfléchi. Et quand on ne réfléchit pas, on ne peut pas calculer l'action à entreprendre. Donc, c'est bien malheureux que Mounsayo empêche l'autre monde tendez expert Sayo. Mais il y a capable de faire quand même, puisque nous prévoit que enregistrement et conférence ça, donc il y a diffusé sur YouTube après. Mais c'est bien dommage que l'autre monde n'est pas capable de participer. Alors,
J'avais insisté aussi sur le côté absolument gratuit. Nous faisons toute ça gratis, chérie. Nous ne demandons des personnes pour payer nous, pour sponsoriser nous. Donc, vous imaginez qu'on y a là, nous voulons faire un livre et sur tout résultat, tout ça dit dans la conférence en 4 langues, mais ça prend comme tout. Or, nous besoin indépendants et nous pas de l'école. Donc, nous avons réfléchi sur ça, mais m'a dit maintenant que nous avons déjà réfléchi à ça. Donc, c'est un point important que le lever. Moi, remercier l'Empile parce que ça veut dire que quelque part, on a atteint notre but. Rudy Edmé qui me porte, qui est mon bras droit. Est-ce que je crois que ce que Patrick vient de dire est tellement important pour les Haïtiens? Est-ce qu'on le laisse en créole et on passe vite oui, on passe à Emmanuela, notre dernière à Emmanuela? Emmanuela qui est économiste, voilà. Spécialiste en politique et projets de développement. Emmanuela a étudié par un Sorbonne en France et dans l'université Tsinghua dans Taïwan. Il travaille dans plusieurs secteurs en Haïti. C'est fondatrice sur think tank, c'est un important que nous besoin en Haïti. Think tank qui est les Polycités et qui offre consultation stratégique sur affaires gestion, évaluation, projet. Pour l'activité professionnelle, Emmanuela sont activistes contre l'inégalité et la corruption. Il est intervenu souvent dans les médias pour commenter l'actualité et analyser les questions économiques. Emmanuela, nous allons parler. Non, une minute, j'aurais quand même aimé dire quelque chose sur Emmanuela Douillon, parce que Emmanuela Douillon, aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont à l'étranger, est une des figures de proue du mouvement Petro Challengers qui a vraiment surpris les autorités et les partis politiques en 2017-2018. À travers les réseaux sociaux et également aujourd'hui elle fait partie du mouvement No Pape Domi. Emmanuela est un symbole de la nouvelle génération qui aujourd'hui, contrairement aux anciennes générations, nous avons été tués, nous avons été insultés, nous avons été exilés. Eh bien, cette génération aujourd'hui refuse de quitter le pays et veut absolument se battre pour y rester. Et ce sont des jeunes qui prennent beaucoup de risques. Évidemment, contrairement à nous, il n'y a plus d'armée en face d'eux en train de leur tirer dessus. Il n'y a plus de macoute. Et je mets ça entre guillemets parce que le macoutisme est encore bien là avec un populisme. Donc, la situation est tout aussi dangereuse, mais a peut-être changé de forme. Mais elle est tout aussi dangereuse, d'ailleurs, comme vous l'avez entendu, avec Rosie Auguste Dessena. Mais moi, j'aimerais profiter, de ce moment pour féliciter ces jeunes parce qu'ils nous donnent de l'espoir à nous qui avons perdu certains de nos rêves alors que nous avons tout fait pour leur permettre aujourd'hui d'avoir cette liberté de parole, cette liberté de mouvement pour qu'ils puissent dire non à l'infamie, non à l'inacceptable. Et j'espère qu'avant la fin de cette émission, bon, déjà, mon retour à la radio, c'est pas ça, mais j'aimerais quand même que l'on salue toutes les victimes, enfants, femmes, hommes, qui sont tombés depuis ces dernières années, et en particulier sous les actions innommables des gangs. Donc on le fera tout à l'heure. Emmanuela, bienvenue. Merci Nancy, merci Monsieur Edmé, merci à vous, chers panélistes. J'ai bien apprécié la présentation. Merci à ceux qui ont pris le temps de participer à cette séance. C'est avec plaisir que je participe. Sinon, je voudrais ajouter que, comme on le dit souvent dans le monde académique, nous, ma génération, nous reposons sur les épaules de géants, de ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont fait le travail avant nous, que ce soit pour le pays en général, la démocratie, que ce soit pour la lutte des femmes, je suis féministe. Donc, nous sommes reconnaissants du travail de ceux qui ont précédé. Et c'est juste, nous bénéficions beaucoup des acquis de cela. Le droit à la parole, le droit de vote en tant que femme, le droit de participer activement à la vie politique, etc. Mais je suis là pour parler de la crise économique en particulier. Et je crois que c'est Mme Auriol qui l'avait dit dans son intervention, qui avait un petit peu fait un court débat autour de la notion de crise.
Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs approches. On peut choisir de parler de crise ou non. On peut la situer différemment dans l'espace et dans le temps. Ça dépend de l'intervenant et des approches utilisées. Moi, je parlerai de la crise parce que nous observons évidemment une dégradation de la situation économique. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes face aux perspectives d'amélioration de la dite situation. Et en général, ce sont deux caractéristiques de crise économique, à la fois la détérioration, à la fois l'absence de perspective immédiate ou bien le doute autour de ce genre de perspective. Et si on essaie de situer la crise économique dont on parle, évidemment, on pourrait faire ça de différentes manières. Mais si on maintient les critères de détérioration et on considère les régions qui sont touchées, on va évidemment parler d'une crise qui est nationale. Ça affecte vraiment toutes les régions du pays. Et si on observe des indicateurs comme le produit intérieur brut, la création de richesse à travers le pays et le moment à partir duquel ces statistiques-là ont commencé à se détériorer vraiment, et on va parler d'une crise qui date de 2019 parce que c'est à ce moment qu'on est effectivement retourné à un taux de croissance du PIB qu'on n'avait pas connu depuis le séisme de 2010. Et si on essaie rapidement de survoler la nature de la crise, j'ai oublié d'alterner un petit peu le français et le créole. Donc, rapidement, si je reprends ce que j'ai dit, c'est que oui, pour nous parler de crise, les plusieurs façons de carboner, il y a des gens qui disent que ce n'est pas une crise qui fait paraître, qui là, à partir de des nianes et vivio, il y a des gens qui demandent est-ce que c'est crise vraiment, est-ce que c'est pas même dans la nature économique pays, nous, un peu comme ça, mais sous considérer des caractéristiques qui généralement utilisées pour définir une crise économique, tant que détérioration de situation, et puis le fait que perspective amélioration, perspective même pour aller de l'avant, pas clair. Donc, oui, nous avons une crise économique, et même critères ça soit regarder qui sont statistiques qui ont évolué, ou capable de dire que vraiment, à partir de 2019, le pays a vraiment plongé dans une crise qui couvre tout le territoire. Et la nature de cette crise, c'est l'économie du pays, l'économie haïtienne, l'économie en général, les activités économiques, ce n'est pas un vacuum qui est fait, il n'est pas isolé, et on ne saurait expliquer ce qui se passe au niveau économique en Haïti en utilisant seulement des facteurs ou des paramètres économiques. Haïti est confronté à une crise qui est économique, qui n'est qu'une facette d'une crise multidimensionnelle. Et la crise, elle est, comme les autres panélistes avant moi l'ont si bien expliqué, elle est politique, elle est sociale, elle est économique, elle est institutionnelle. Ça dépend de l'approche qu'on veut utiliser. Mais aussi, pour revenir à la crise économique, sur l'aspect économique en soi, je pense que si on essaie de mettre une étiquette, de mieux comprendre cette crise, je pense qu'on doit aussi prendre en compte le fait que c'est un constat d'échec de la tentative de reconstruction après le séisme. On ne peut vraiment ne pas considérer cet élément majeur parce que ce qui se passe, il y a quand même, c'est pas le même cycle qu'il y avait avant, bon, même s'il y a beaucoup d'éléments qui se répètent, mais il y a quand même une cassure, il y a quand même eu un moment où l'économie s'est complètement effondrée et il y a eu beaucoup d'efforts et de réflexions pour voir comment reconstruire différemment. Et 10 ans après, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. 10 ans après, on a des résultats qui sont semblables à ce qu'on avait en 2010. Donc, il y a lieu de questionner, il y a lieu de se demander finalement si ce n'était pas la stratégie, si stratégie de reconstruction, si stratégie il y avait qui a quand même échoué et qui pourrait en partie expliquer qu'on soit en train de vivre cette situation. Et aussi, je pense qu'on doit aussi placer ça dans un contexte plus large de déficit de conceptualisation et de planification de l'économie haïtienne. On se perd. Quand j'étais à l'école primaire, on parlait d'une économie essentiellement agricole et aujourd'hui, ça part dans tous les sens. On veut faire du tourisme, on veut promouvoir la sous-traitance, on veut tout faire et on ne prend pas le temps de planifier quoi que ce soit. On parle de tourisme sans
sans qu'il y ait la moindre infrastructure, sans qu'il y ait pas les infrastructures, les plans. Et au final, on pourrait se dire, mais de quelle économie on parle? Sur quoi repose effectivement cette économie? Est-ce que ça parle d'une stratégie ou on se contente d'un état de fait, du fait que certains acteurs aient la capacité d'orienter cette économie dans un sens ou dans un autre? Ou est-ce que c'est le fruit d'une concertation entre ceux qui ont les décideurs, ceux qui ont les moyens de réfléchir et d'influencer la réalité actuelle? Il y a lieu de se poser ce genre de questions, effectivement, parce que ça expliquerait aussi pourquoi on est face à cette crise. Toute crise économique traduit la crise d'une approche, d'une certaine idéologie, d'un système. Et quand on parle du système économique haïtien en vigueur, certains diront qu'on est dans la rente, etc. Mais au final, il y a encore un besoin d'approfondir ce genre de questionnement pour vraiment voir les racines de ce problème et d'avancer. Rapidement, si on essaie de dresser un tableau de la situation, comme je l'ai dit tantôt, on observe les pires performances depuis 2010. La situation va de mal en pire. Je vais essayer de partager mon écran avec vous afin de présenter ce slide, mais je pense que je n'ai pas l'accès. Ce n'est pas grave. On va faire ça. On observe les pires performances depuis le séisme de 2010 et ça dépend aussi, ce qu'on constate, c'est aussi dû aux répercussions de la crise politique et sociale. Depuis quelques années, l'instabilité politique, on fait face à l'instabilité politique, les arrêts de travail, c'est à la fois dû à l'insécurité, les crises politiques et avec le coronavirus, qui quand même, ne serait-ce que pour un mois, quand le gouvernement avait déclaré l'état d'urgence, quand on avait fermé les écoles, les usines, on avait effectivement observé un arrêt de travail. Et évidemment, la recrudescence des cas de kidnapping derniers temps, ça paralyse la vie nocturne. Et il y a quand même une certaine économie nocturne en Haïti. Et aussi, je pense que Fridjan l'a bien écrit dans son livre, c'est une économie qui est marquée par la violence. Il y a aussi la mauvaise gouvernance économique. C'est extrêmement grave et à chaque fois, nous payons les frais. Les déficits budgétaires récurrents sont un élément à considérer et ça affecte des aspects de l'économie. Et très souvent, on le néglige, mais ne serait-ce que la question du taux de change, c'est aussi lié au fait qu'on soit constamment appelé à combler des déficits budgétaires. Et il y a aussi, en parlant de taux de change, il y a aussi la crise de la monnaie. Ça a vraiment affecté le pays. Et ce qui est pire, c'est qu'à un moment de la durée, on se plaignait parce que la gourde perdait tellement de sa valeur. Et après, ce qu'on a constaté, c'est que quand artificiellement, je dois dire, la gourde s'est renforcée, on a observé un taux de change d'environ 60 gourdes pour $1, ça a eu encore l'effet inverse. Ça a encore affecté l'économie parce que on faisait face à la panique. Malheureusement, on refuse en Haïti d'accepter que l'incertitude fait beaucoup, mais vraiment beaucoup de tort en économie. Depuis que je suis toute jeune, Kessner Farrell le répète à la radio, c'est l'une des premières notions que j'ai comprises quand j'étais toute jeune, l'incertitude. Parce que quand les gens ne savent pas de quoi demain sera fait, quand les gens ne savent pas si ils vont se retrouver avec un taux de change de $150 demain ou de 40 gourdes demain, donc ils font tout et n'importe quoi. Et les acteurs économiques sont obligés de prendre des mesures pour protéger leur intérêt. C'est ce qu'on a observé quand soudainement, sans aucune explication rationnelle, on s'est retrouvé avec une gourde entre guillemets forte. Qu'est-ce que les acteurs économiques ont dû faire? Ben, les commerçants ont dû garder le taux d'avant parce qu'ils savaient qu'à tout moment, ça pourrait retourner à 120 ou même 150. Donc, ça n'a pas eu l'effet escompté. Au contraire, maintenant, on est dans un désordre, vraiment, c'est indescriptible ce qui se passe au niveau du marché de change. Et ensuite, il y a évidemment le taux d'inflation qui est très élevé. Haïti fait partie des 10 pays ayant le taux d'inflation le plus élevé, donc cherté de la vie, hausse des prix, alors que les salaires restent pareils. Ça affecte évidemment tant la classe moyenne que les plus pauvres. Et aussi, il y a le fait que en cette période de crise,
c'est pas le moment idéal pour qu'il y ait des grands projets structurants. Donc, on est là à gérer les affaires courantes et à regarder l'économie sombrer un peu plus. Et si on considère 3 indicateurs, on pourrait en considérer plusieurs, mais parce qu'on n'a pas trop de temps, donc on va se contenter de ces 3, et aussi parce que le PIB, la pauvreté et l'inflation, ça explique beaucoup de choses. Mais aussi, il y a aussi un grave problème, et je ne saurais faire cette présentation sans en parler. Il y a un problème de données en Haïti. L'IHS fonctionnait mal. On n'avait pas de recensement depuis 2003, si je ne me trompe pas. On le savait, on vivait avec ça. Mais maintenant, l'IHS ne publie presque rien. Et les plateformes où trouver les données économiques, il n'y en a presque plus. Allez, je ne sais pas comment on fait pour prendre des décisions dans un pays en crise sans données. Et même pour le taux de croissance du produit intérieur brut de 2020, on se contente des estimations de FMI et de Banque mondiale et on attend que ces institutions publient les chiffres définitifs. Alors on est censé planifier, décider, proposer des solutions aux problèmes du pays. Donc, on se contente de ce qu'on a et on n'a évidemment pas des chiffres à jour pour des questions comme la pauvreté. Les statistiques qu'on utilise, les statistiques qui montrent que plus de 52% de la population est en situation de pauvreté, ça date de 2002. On fait avec. Donc, en ce qui a trait à la croissance du produit intérieur brut, le produit intérieur brut qu'on appelle généralement PIB, mesure la création de richesses au sein du pays et sa croissance est un bon indicateur de la santé de l'économie. Donc, depuis 2008, c'est pas stable, on ne peut pas se dire qu'il y a eu une croissance continue. 2010, il y a eu le choc du séisme. 2011, on était autour de 6%. 2012, moins de 2%. 2013, entre 2 et 4%. Pareil pour 2014. Ça a chuté à nouveau en 2015. Mais jusqu'à présent, entre 2010 et 2018, on était quand même entre 0 et 6%. Il y avait quand même une certaine croissance faible, négligeable dans certains cas, parce que pour un pays comme Haïti, le taux de croissance qu'il faudrait pour qu'on observe un changement sur la durée, ça devrait être un taux de croissance à 2 chiffres. Or, c'est seulement l'inflation qui a un taux à 2 chiffres. Et en 2019, on a eu un taux de croissance du PIB négatif qui était autour de moins 2%. Pareil pour 2020, même si on n'a pas le chiffre final. Et 2021, rien ne prédit que ce sera différent. Donc, on a une situation qui se détériore, on ne crée pas de richesse. Et il y a les Nations Unies qui l'ont annoncé récemment, la pauvreté, la situation de pauvreté s'aggrave et l'analyse des besoins humanitaires en Haïti a révélé que plus de 4,4 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes auront besoin d'une assistance humanitaire en 2021. On peut toujours remettre en question cette affaire de dire que des Haïtiens sont en situation ont besoin d'assistance humanitaire. Il y a tout un débat politique autour de ça, mais les faits, si on reste dans les faits, on ne peut nier que, évidemment, la situation de beaucoup d'Haïtiens se détériore. Et même si on n'a pas encore les chiffres, si on observe ce qui se passe, si on est sur le terrain, on voit que les gens sont en train de partir. Ils laissent le pays pour aller en République dominicaine, au point que le consulat dominicain a dû fermer ses portes et changer de stratégie pour recevoir les rendez-vous. Ils cherchent tous des endroits où aller, tantôt c'est la Turquie, les destinations, ils les cherchent constamment parce qu'il y a ce besoin de laisser ce pays et c'est entre autres parce que les gens deviennent de plus en plus pauvres. La classe moyenne maintenant, avec cette affaire de kidnapping, d'enlèvement contre rançon, est en train de s'appauvrir et ceux qui le peuvent laissent, d'autres restent et vivent avec cette peur au quotidien, ce qui fait que ces gens essaient de limiter leur activité. Ça a des conséquences sur les activités économiques, les entreprises qui sont dans l'hôtellerie, par exemple. Et ensuite, en plus de la question du taux de change, le vrai problème, c'est l'inflation. Depuis 2017, un petit peu avant, depuis 2016, on est passé d'un taux d'inflation de 6,7% en 2015 et on a eu un taux d'inflation de 11,5% en 2016 et ça n'a fait que monter et en 2019, le taux était de 18,7%.
avec un taux d'inflation pareil, il y a lieu vraiment qu'il y ait des mesures drastiques qui soient prises pour essayer de contrôler cette situation. Ce n'est pas le cas et rien ne dit que ça va s'améliorer. C'est pourquoi, justement, on parle d'absence de perspective. Mais bon, chaque crise, toute crise économique, c'est aussi l'occasion de repenser des systèmes, c'est aussi l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. Mais par contre, résoudre une crise, apporter des solutions à une crise économique comme la nôtre, ça va au-delà de recherche de solutions temporaires ou de solutions aux manifestations de la crise en soi. Il faut plutôt prendre le temps de repenser les institutions, de repenser les systèmes, de s'assurer qu'on ne va pas reproduire les mêmes schémas et qu'on ne va pas se retrouver dans une autre crise 2 ou 3 ans après. Et surtout, faut repenser toute cette économie haïtienne finalement. Mais puisqu'il faut quand même trouver des solutions rapidement, à court terme, plusieurs pistes doivent être explorées. Il faut quand même restaurer la paix et un climat de sécurité. On ne pourra rien faire sinon. Et il faut prendre en main la gouvernance économique du pays. Il faut qu'il y ait une harmonisation entre les donateurs et il faut que vraiment l'aide qu'on reçoit soit appropriée. Il faut qu'elle corresponde aux besoins. Il faut que bailleurs et décideurs haïtiens s'entendent sur ces priorités, qu'il y ait vraiment une forme de collaboration, que ce soit pas seulement de l'aide pour de l'aide, mais que ça réponde vraiment à des besoins, que ça s'inscrive dans un plan. Le redressement des institutions, évidemment, les réformes économiques urgentes doivent être entreprises. Et à moyen et long terme, toujours, il faut qu'il y ait cette stabilité, sans quoi on ne peut pas parler de croissance, on ne peut pas parler d'amélioration des conditions de vie, on ne peut pas donner plus de moyens aux entrepreneurs. Il faut prioriser les chantiers de développement. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas refaire le pays en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il va falloir prioriser, il va falloir faire des choix stratégiques. Et ce n'est pas seulement des choix pour faire des choix, mais il faut que ça réponde vraiment à des besoins et qu'il y ait vraiment un avantage comparatif, comme on aime le dire en économie. Et après, les institutions, tant les institutions dans le sens traditionnel et les institutions économiques, le cadre légal, on pourrait tout à fait parler d'attirer des investissements, mais s'il n'y a pas de cadre, si les institutions ne sont pas fortes, les investisseurs sérieux ne vont pas venir. En gros, c'est un peu ça le tableau de cette crise économique actuelle. Merci de votre attention. Je laisse la parole au modérateur. Merci beaucoup, Emmanuela. Et là, nous allons rapidement, en quelques mots, très rapidement, faire une petite synthèse et passer la parole aux gens qui attendent depuis longtemps. Je signale que j'avais déjà fait un petit peu le rappel pour Fanfan, Voltaire et Fanfan qui avait parlé des tragédies successives de notre histoire et qui ont expliqué que nous sommes un pays accouché dans la violence et que cette violence ne nous a jamais quittés. Robert Fatton a parlé de démocratie du ventre. Robert Fatton a expliqué que finalement, ça qu'a réglé souvent dans les affaires politiques en Haïti sont questions de pouvoir. Et malheureusement, qui politique là pas vraiment connecté avec question besoins réels population. Hein. Et Faton expliquait que seul gens pour nous sortir dans la crise en permanence, c'est retourner dans une reconstruction de l'État et sortir sous question à faire de assistance par ONG pour nous permettre que l'État était au service de la population. Jusqu'à présent, l'État ghanéen sont l'État qui est capable prédateur, capable répressif, mais pas capable de service. Et il explique tout, et implosion institutionnelle, et il prend une étude de cas police nationale là. Mais Robert n'a pas fait, mais il dit que gagner espoir avec possibilité que la société civile qui est encore active, même si elle n'est pas très organisée, mais en dans l'organisation femmes, jeunes, qui ont revendiqué, qui ont demandé à l'autre société, une diaspora qui mobilise tout, ils pensent qu'il y a une possibilité, si nous mettons cohérence dans la lutte là, que nous sommes capables de commencer le changement.
Michel posait lui-même question essentielle de mutation que nous gagnons. Michel dit nous, c'est pas une crise comme ça qui c'est, c'est une dégradation accélérée. Et Michel expliquait que la dégradation, ça a venu avec des signes politiques déjà, des signaux qui étaient bails, et même dans la société, côté nous remarqué un retour de cannibalisme, de violence, et bagaille ça, il y a des conséquences sur les générations. Et jusqu'à présent, on a vu une situation et qu'on y a aggravé parce que nous avons gagné des AK-47 dans bidonville, ce qui est très, très grave pour un pays comme Haïti. On a pensé à Sud-Soudan, à Somalie, et situation compliquée, misère plus âme, eh bien, son équation terrible. Alors ensuite, nous avons gagné intervention Patrick. Patrick, expliquez-nous. Patrick, il y a un combat intéressant. Non, mais avant, il y a Rosie. Rosie lui-même font exposé très clair pour nous, très vraiment clinique, un tableau clinique de situation de droits humains. Hein. Et là, pas de discussion, c'est un bagage qui est vraiment terrible. Il met en face nous une situation que certains de nous ignoraient, ça quand à l'étranger, et même c'est quand ici, c'est une opacité de l'information. Hein. Et aussi vraiment font détail de toute horreur que mon vivre dans la société haïtienne. Et Emmanuel, et puis Patrick lui-même vient avec un concept qui est intéressant, et c'est démonisation. Démonisation qui, d'après Patrick, qui commençait, et qui rejoint l'intervention, l'autre monde, qui rejoint l'intervention enfant au début, c'est que violence systématique là, et le fait que le pays a accouché au forceps, fait que justement, nous depuis au début, il y a des difficultés pour une citoyenneté non reconnue. En 1804, nous faisons belle bagaille, nous disons tout le monde c'est monde, et puis progressivement, on a perdu ça à partir d'une série d'interventions étrangères, à partir d'une série avec complicité certains gouvernements haïtiens. Nous avons perdu avec action certaines églises, et particulièrement avec certaines actions dans les années 1800 du Vatican. Ils viennent expliquer nous tout que dans l'affaire de fête Saint-Baptiste, elles se comprennent, qui va l'expliquer, ça les pays en dehors, dont l'autre sociologue et anthropologue parlé de lui. Il va parler de démonisation en termes de dégradation tout le monde. Nos pauvreté est tellement terrible que il n'y a pas d'aspiration encore de monde qui vivent en coup bête. Et ça après le fait que avec dissolution lien social que il pourra quasiment retrouver, il pas reconnaître l'autre là, parce que pas des lieux de rencontre, pas de lieux de côté le cas exercice citoyenneté, donc automatiquement l'autre devient l'ennemi, et c'est pour ça qu'il est devenu facile de tuer, d'éliminer. Donc démonisation ça, son bagage qui est important, qui peut être inscrit dans une campagne d'éducation civique dans un pays. L'éducation civique là, on ne peut pas seulement comme bagage respect du drapeau, mais il faut commencer à reparler de questions de monde, rétablir monde dans la dignité. Et puis, moi, je pense que gagner Emmanuela, par contre, si je souhaite quelque chose, je vais aller vite. Emmanuela qui lui-même parlait nous de économie, état économique. Emmanuela mettait accent sur un important. Nous avons avancé dans le noir, c'est-à-dire que nous travaillons sans chiffres, nous travaillons sans, pas fait planification, sans données. Et ça aggrave une société qui a une prétention projetée dans l'avenir. Donc, Emmanuela, très réaliste, malgré sa jeunesse, il dit nous que faites attention, nous ne sommes pas capables de construire le pays à un seul coup. Il faut nous prendre bagaille au fur et à mesure parce que c'est très grave puisque l'institution est à terre. Donc, il faut progressivement recommencer pour nous construire. Donc, voilà, chers amis, très rapidement, ça me devait dire. Je ne sais pas si Nancy est revenue parce qu'elle a eu un peu. Oui, je suis là, tu m'entends? Voilà, donc tu peux reprendre le micro, s'il te plaît, parce qu'on va passer aux questions. On va passer tout de suite aux questions parce qu'il y a eu un problème d'électricité. C'est toujours la même chose. Donc, rapidement pour les questions, j'aimerais vous dire qu'on va essayer d'appliquer certaines règles. Il faudrait que les questions soient vraiment concises et précises, pas de discussion historique, d'avis personnels et tout.
pour qu'on puisse prendre le plus de questions possible, surtout qu'on a dépassé le temps déjà depuis longtemps. Pour les gens qui sont sur Zoom, je vous demande d'avoir l'amabilité de lever vos mains. On va devoir prêter attention parce que vous êtes quand même beaucoup. Ensuite, sur Facebook, je demande à l'équipe technique de nous signaler les questions qu'il y a sur Zoom afin qu'on puisse les poser aux panélistes. Donc, la première question, il y a quelqu'un qui a la première question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je ne vois pas de main levée. Michel Bayard est là. Je ne vois pas de main levée. Est-ce que Michel Bayard a des questions sur Facebook? Il y a une question, mais elle n'est pas complète. Je vais vous la donner. Je ne sais pas si vous pouvez répondre même en partie. Michel. C'est une question de points. Certains intellectuels de la Caraïbe anglophone, Norman Girvan, George Beckford, Lloyd Best, Carrie Levitt ont parlé de l'intégration passive de la Caraïbe dans la mondialisation actuelle. Et c'est pas continu. Alors, nous avons une question de Monsieur Jules Régis. Monsieur Jules Régis. Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, oui, très bien. Parfait. Donc, c'est moi qui avais posé la question dans le chat et c'était une erreur que je n'avais pas envoyée au complet. Donc, la question en tant que telle, c'était que, justement, donc les intellectuels de la Caraïbe anglophone ont parlé d'un modèle qu'ils ont appelé le système d'économie de plantation, où ils parlaient du fait que la Caraïbe était intégrée de manière passive dans le système international. Donc, ça revient sur la présentation de Franz Voltaire et Robert Patton, où il parlait de changer les structures. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette théorie en tant que telle et que pensez-vous des applications par rapport à Haïti? Merci beaucoup. Alors, Fanfan et ou quelqu'un d'autre Bon, je vais répondre très rapidement. Je dirais d'abord que l'économie de plantation connaît sa crise. La présentation de Franz Voltaire et Robert Patton, où il parlait de changer les structures. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette théorie en tant que telle et que pensez-vous des applications par rapport à Haïti? Merci beaucoup. Je dirais très rapidement, puisque le temps nous fait quelqu'un d'autre je vais répondre très rapidement. Je dirais d'abord que l'économie de plantation connaît sa crise avec la révolution haïtienne. On est dans une situation très différente. C'est un écho. C'est la même question qui revient. Michel? Michel Bayard, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Voilà, allez-y, Robert. Franz, vas-y. Bon, moi, je dirais très rapidement que cette économie de plantation connaît sa grande crise avec la révolution haïtienne. Donc, les tentatives de reconstituer cette économie de plantation ont toutes échoué. Malgré les codes ruraux de Boyer, malgré le code rural de Geffrard, il n'y a pas eu reconstitution de la plantation en Haïti comme telle. D'ailleurs, les modes d'exploitation passant au métayage de moitié A, dans le cas des plaines, l'absence de capitaux et le fait qu'il ne faut pas oublier qu'à partir de la révolution haïtienne, il y a eu cette énorme migration de colons vers Cuba. Et c'est vers Cuba qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, que l'économie caféière est lancée dans le piémont de la
à partir des montagnes de Santiago de Cuba, où les immigrants colons trouvent un terrain favorable et où va se développer une économie caféière. De même, ne disposant pas d'assez de capitaux, mais servant de raffineur, Cuba va remplacer au 19e siècle Saint-Domingue dans son rôle de production de sucre et dans son rôle de production caféière jusqu'à ce que le Brésil ou la Colombie vont les développer à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Donc, moi, je dirais que cette économie de plantation a subsisté dans la Caraïbe anglophone, mais elle a disparu en Haïti avec la révolution haïtienne. Et c'est pourquoi il y a un changement radical aussi en Haïti. Donc, je m'arrêterai là, puisque le temps nous fait défaut. Laisser la parole à Faton. OK, merci pour la question. Je crois que les intellectuels qui ont été cités ont écrit dans les années 70, avant ce que nous appelons maintenant la globalisation. Je crois que la globalisation a quand même changé certaines données, dans la mesure où certains pays ont pu profiter de cette globalisation et d'autres, comme Haïti, ont été systématiquement délaissés par cette globalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voyez le monde capitaliste international, je crois qu'il y a, comme les analyses de Wallerstein peuvent le montrer, il y a un core groupe, si vous voulez. Après ça, vous avez une demi-périphérie, une périphérie. Ça, c'était l'époque 70. Je crois que maintenant, vous avez ce que j'ai appelé le outer periphery. Et ça, pour moi, ce sont les pays comme Haïti et beaucoup de pays africains où la main-d'œuvre, quand elle est utilisée, est exploitée. Quand le pays est ouvert au marché international, cela détruit la production nationale. Il y a le cas du sucre, il y a le cas du riz en Haïti. Dès que vous ouvrez le pays à des nations comme les États-Unis, vous ne pouvez pas faire la compétition. Et nous avons une économie de marché aveugle, si je peux m'exprimer ainsi, et cela a des conséquences véritablement désastreuses pour le pays. Le pays ne contrôle plus sa production nationale. Tout cela est maintenant un pays qui est dans la globalisation, mais qui ne produit plus rien, en fait. Sa production nationale a été pratiquement annulée. Nous faisons ce dont nous n'avons pas besoin et nous exportons certaines choses, mais très peu maintenant. Donc, ce que cela a amené, c'est une main-d'œuvre qui a été exploitée véritablement jusqu'au pire, en fait, et cela a construit un système où les gens qui sont dans le monde rural viennent vers la capitale. Donc, il y a une urbanisation sauvage. Le riz, on n'en produit pratiquement plus. Tout cela, c'est le marché. Et je crois que nous avons des pays qui ont été complètement ravagés par cette globalisation. Il y a des pays qui ont pu en profiter, mais Haïti et beaucoup de pays dans l'Amérique centrale n'ont pas pu en profiter. Et nous n'avons pas la capacité de résister maintenant à ce marché international qui détruit notre production nationale. Mais ce sont des choix délibérés du gouvernement et des institutions financières internationales. Ça n'arrive pas comme ça. Ça arrive parce qu'on a fait des choix. Et c'est ce que je voulais dire dans ma présentation. Il faut avoir des choix alternatifs si on veut sortir le pays de la crise. On ne peut pas se laisser contrôler par le marché international. Une des intervenantes avait mentionné la planification. La planification existait dans les années 70, mais le monde idéologique a complètement changé. Planification, maintenant, c'est un mot qui est un mot sale, parce que le marché, soi-disant, doit tout régler. Donc, je crois que quand on analyse la globalisation, il faut voir les zones dans le monde qui ont été complètement ravagées par cette globalisation. Ce sont des conflits qui mènent certains pays à l'échec total et d'autres qui ont pu en profiter. La question pour Haïti, c'est bien sûr comment en profiter, mais si on n'a pas de planification, si on n'a pas un projet national, cela ne va pas arriver. On ne peut pas se laisser dominer par des ONG et par les institutions internationales financières. Si je peux ajouter rapidement sur ça,
et point Jules Régis là, c'est que les parler d'intégration et passive et Faton a raison et George Beckford qui c'est un Barbadien, soit c'est la Barbade et l'organisme des petits pays ça yo vraiment économie de plantation yo pas aussi énorme mais gagnant une autre forme d'économie de plantation qui peut aller changer c'est ça nous relais une économie de plantation touristique et Bahamas, Barbade, Jamaïque et tout ça. Et pas oublier que ni Barbade, ni Jamaïque, ils été intégrés dans l'économie britannique. Là, okay? Ils ont toujours été en un cadre britannique, là, une sorte de subvention qui vient faite. Donc, pays côté et système de plantation, ils vont le reprendre après l'occupation américaine, c'est surtout Porto Rico, et Cuba et République dominicaine. Et Fanfan a raison, il y a un bagage important que la révolution haïtienne n'a pas le faire, c'est que technologie de plantation, technologie sucrière, qui peut aller en Louisiane, qui peut aller en Porto Rico, qui peut aller en Cuba, qui peut le faire que les pays ça peut reconstruire système de plantation. Et puis devant, c'est haïtien qui peut le servir comme bras de travail dans le pays tant que Cuba, dans le pays tant que Porto Rico et même en République dominicaine. Et en République dominicaine, système de plantation et sucrière en République dominicaine, il le reprend, c'est après 1916 et c'est le Américain lui-même qui a occupé et la République dominicaine. Donc, pas vraiment gagner une intégration passive, parce que le thème ça, les petits gens est bizarre, mais c'est que petit pays ça, tant que Barbade, qui joue les jours, qui a une population de 240 000 personnes, son petit territoire que lié, il n'y a pas de gagner, gros plantation, tant que Porto Rico, Haïti, Cuba avec la République dominicaine. Patrick Sylvain, merci. Il y a des questions, Donc, j'aimerais quand même ajouter quelque chose à la présentation de Patrick Sylvain. Patrick Sylvain nous a parlé de démonisation et que qui Jean le mounio pas senti au mounio qu'a fait n'importe qui ça et c'est pour ça nous l'a aujourd'hui. Il a parlé de l'exclusion des paysans. Je sais que Haïti est un pays d'exclusion par excellence. On exclut la diaspora, on exclut les paysans, on exclut les femmes, mais il y a aussi autre chose et que j'aimerais vraiment souligner parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a les exclus des exclus et on n'en parle jamais. Ce sont les handicapés. Les handicapés en Haïti constituent plus de 10% de la population. Nous sommes à près de 1 200 000 personnes qui n'ont aucun statut whatsoever. Donc, j'aimerais que vous, en tant qu'intellectuels, n'oubliez pas ça dans vos prochaines interventions, parce qu'il n'est pas normal que nos pays au 21e siècle, pour nous quitter, plus passer 12% de population sous côté, ils n'ont pas jamais capable de dire rien, ils n'ont pas gain droit, et sans compter, gens ils ont traité. Alors, il y a une question de Roger Jean-Charles. Monsieur Roger Jean-Charles. Oui, d'accord. Merci, Nancy. Et ma question s'adresse au professeur Faton. Et je fais référence à la situation actuelle et là, on a vu une véritable dégringolade de la situation politico-sociale depuis l'arrivée de Madame Lalim. Et c'est avec elle qu'on a eu la Fédération des gangs, on a eu l'idée d'avoir une nouvelle constitution, on a eu les massacres, c'est pour empêcher que les manifestations aient lieu. Mais comme j'ai dit, là, c'est à partir de l'arrivée de Mme Sisson, de Mme Lalim. Elle-même, elle a remplacé une dame qui était avant elle, qui représentait les Nations Unies. C'est une personne de personnalité forte et qui avait même commandé le système judiciaire en Haïti parce que le système judiciaire voulait s'attaquer à la situation de Pétro-Caribé, hein, le problème de Pétro-Caribé. Cette dame-là voulait attaquer ce sujet. Et alors, Moïse a demandé de la déclarer persona non grata.
Et c'est ainsi qu'on a dû la rappeler aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que cette détérioration qu'on a vue avec la Lim est due au fait qu'elle n'a pas une personnalité assez forte ou bien elle n'a pas la préparation adéquate pour bien orienter ou bien conseiller le gouvernement? Et là, c'est une situation politico-sociale. Je vais demander au docteur Faton ce qu'il en pense. OK, juste avant, je voudrais signaler que c'est important que l'on ne... La question n'est pas une question de personnalité dans ce qui se passe là, c'est une question de politique générale globale. Alors, Oui. Alors docteur Faton, vous pouvez répondre? Juste avant que le docteur Faton réponde, je vous signale qu'il y a vraiment beaucoup de questions maintenant. Donc, il faut vraiment qu'on soit assez concis pour donner la place à tout le monde. Oui, j'allais justement dire ça, qu'il ne faut pas personnaliser ces conflits, que les structures sont les choses les plus importantes. Ce n'est pas Madame Lim ou une autre dame qui pourrait changer la politique internationale des Nations Unies. Et en fait, je crois que les Nations Unies, malgré toutes leurs contradictions, représentent en fait les puissances les plus importantes, c'est-à-dire en Haïti, la France et les États-Unis et le Canada. Donc, je crois qu'il faut voir ça en termes de structure, mais pas de personnalité. Et les Nations Unies, depuis les années 90, étaient dans le pays et rien n'a véritablement changé, sinon la crise a été empirée. Alors, il y a une question. Ginette Chérubin aussi. Pardon? Ginette Chérubin qui voulait poser une question. Oui, mais on va répondre. Ginette va nous attendre 1 minute. Ginette, c'est possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé déjà des questions sur le chat. Il y a une question, il y a une personne qui aimerait savoir, elle aimerait entendre les experts panélistes sur leur vision quant à l'intégration réelle de la diaspora dans le développement et la vie même en Haïti. Je pense que c'est une question très, très importante. Il y a quelqu'un qui aimerait répondre, les panélistes? Patrick? Bon, et ça même Robert Faton aussi. Ouais. Ça même c'est que premièrement, il faut que diaspora lui-même. Attention, Patrick, je crois que c'est une étrangère qui a posé la question, donc elle ne comprend pas le créole. OK. Donc, premièrement, je pense que la diaspora en général doit s'organiser d'une façon systématique et non pas au point de vue, comment dit-on, fragmenté. On doit avoir une sorte de cohérence. Qui sommes-nous? De quoi on a besoin d'abord? Et en plus, et je pense qu'il y a une sorte de combat d'hégémonique dans la diaspora, c'est-à-dire les gens qui sont entre guillemets et francophones, anglophones et tout ça. Donc pour moi, ce sont des mauvais combats. Mais par contre, la notion de retourner en Haïti, de contribuer au développement du pays, ça doit être d'une façon systématique, avec cohérence, et c'est-à-dire d'avoir d'une vision de nation. La nation, c'est quoi? La nation, ce sera comment? Donc, et on doit aussi délimiter, éliminer cette notion de comment dit-on, fragmentation au niveau du pays même. Que moi, je suis capois, donc je ne suis pas vraiment haïtien parce que je suis capois, je suis jacmélien, donc je vais développer Jacmel ou bien au Cap, mais non pas le pays. Donc, on doit rentrer aussi dans le cadre du développement global du pays, et c'est-à-dire que le pays, en général, doit reconnaître la diaspora en tant qu'élément intègre. Donc, on voit, par exemple, les pays comme la Singapour, les pays comme le Corée du Sud, par exemple, et même Israël, où la diaspora est vraiment intégrée et dans la notion du développement. Donc, voilà. Absolument, très bien. Alors, il faudrait continuer. J'aimerais, si possible, continuer avec cette question avec Franz Voltaire,
parce que il faut faire attention. Premièrement, il a été prouvé dans plusieurs pays que l'intégration de la diaspora développait tous les pays. Singapour en est un très, très bon exemple, et il y en a d'autres. Le problème, c'est là, on retourne aussi dans la Constitution. La Constitution a exclu finalement de la diaspora du développement d'Haïti. Maintenant, il y a autre chose qui est très, très important. Je crois que Franz Voltaire, on en a discuté en maintes fois, il faut qu'il vous parle de ça. C'est parce que aujourd'hui, et déjà depuis quelques années, la diaspora, les fonds de la diaspora sont immenses comparativement à l'aide internationale, bien supérieure. L'aide internationale n'atteint même pas $1 million, je crois même $600 000 et encore recyclé entre les mêmes acteurs internationaux, alors que la diaspora en est à, si je ne m'abuse, France, $3 milliards par an, et ça, c'est juste des transferts. On ne vous parle pas du potentiel d'investissement de la diaspora. Maintenant, le problème, et je crois que France devrait parler de ça, c'est que les gens aujourd'hui attendent sans arrêt. Il y a tant de transferts diaspora, il y a tant de petits transferts, et puis ils vivent comme ça. Et attention, parce que la diaspora n'en est pas ni à sa première, ni à sa deuxième génération, ni à sa troisième génération. Donc il faut faire très attention parce qu'on est arrivé à un point aujourd'hui où il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui, les enfants, les petits-enfants, eh bien, il y a tellement de problèmes en Haïti, il n'y a pas de tout en Haïti encore. Parce que la diaspora, avant qu'elle investisse, il lui faut assurer la sécurité. Or, si nous mourons tous aujourd'hui en Haïti, ce n'est pas la diaspora qui va revenir investir. Donc, j'aimerais que France en parle parce qu'il est très imbu de ça. Depuis l'époque de Georges Anglade, on en parle. On a beaucoup participé à beaucoup d'événements à Montréal là-dessus. Et il faut faire très attention. Et France, avant de te passer la parole, parce que Gadei Sekounia qui dit oh oui, non, diaspora toujours là comme une vache laitière, parce que maintenant il y a la diaspora au Chili, il y a la diaspora au Brésil. Donc, comme si, et puis il y a tant que comme la vie comme ça. Ah, je crois que France devrait peut-être intervenir là-dessus. Bon, merci beaucoup, Nancy. Et puis je serai très bref parce que je vois que le temps nous fait défaut. Je dirais d'abord que tu viens de le souligner, qu'il y a une transformation majeure. C'est-à-dire, notre génération, celle d'avant nous, elle ne sera pas suivie nécessairement par celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, il y a de plus en plus une diaspora qui s'intègre, celle qui a un statut légal, celle qui a une autre nationalité, une grande partie d'entre elles s'intègre au pays où elle s'est développée. Et donc, il faudrait développer de nouveaux mécanismes pour établir des liens avec le pays, moins des liens personnels comme cela s'opère avec des transferts personnels, mais plutôt voir comment ces transferts pourraient être opérationnels à partir, et peut-être Emmanuela, qui est économiste, pourrait aussi penser à cela. Ça voudrait dire des changements même dans la structure du pays, c'est-à-dire ce que Patrick disait, il faut un nouvel État, il faut des transformations du régime politique qui permettront éventuellement que, par exemple, des bons du trésor émis par la Banque centrale en Haïti pourraient être financés à partir de la diaspora, intégrer, mettre des mécanismes en place pour renforcer, par exemple, les structures universitaires en Haïti, ce que la technologie permet d'avoir des cours et ce que l'ISTEA et tout le groupe autour de Samuel Pierre, dont je fais aussi partie, dont d'ailleurs le GRAN, il faut trouver des formules innovantes pour permettre de relier le pays à sa diaspora et d'utiliser le plus possible les ressources, non pas seulement les ressources matérielles, mais les ressources aussi en termes de savoir. Par exemple, il existe bien sûr le MUPANA, mais pourquoi, par exemple, on n'aurait pas des conseils d'administration avec des spécialistes haïtiens qui vivent à l'extérieur, qui pourraient être membres. Et aussi, je dirais, tous les problèmes qui peuvent être faits. Nous, on travaille au niveau de publication. On a fait des publications avec l'Université d'État, on a fait des publications avec l'Université Quisqueya, avec des éditeurs haïtiens. Je pense qu'il y a des formes nouvelles qu'il faudrait mettre en place. Maintenant, je vais terminer juste avec
par exemple, les nouvelles diasporas. Il se trouve que hier, on a eu un débat avec des gens autour des problèmes que confrontent actuellement les Haïtiens au Chili. Avec les mesures très strictes de confinement, le débat s'est fait autour d'un film que je recommande d'ailleurs, qui s'appelle Pero Bomba, qui est un film sur les Haïtiens vivant au Chili. Ils sont plus de 130 000, comme je l'ai souligné. Eh bien, il se trouve que cette communauté est fortement affectée par les mesures de confinement, par son statut légal. Plusieurs ont un permis de travail. Donc, possiblement, même quand on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus de ressources, il va falloir redéfinir tout cela. D'ailleurs, le pouvoir, depuis Michel Martelly, s'en est servi avec cette taxe sur les transferts qui en fait est une taxe réelle, bien que illégale, puisqu'elle n'est pas passée par le Parlement, mais sur les transferts. Donc, il faudra repenser nos rapports, les rapports entre le pays et la diaspora. Je laisse. Merci beaucoup, Franz. Il y a encore beaucoup de questions. J'aimerais juste ajouter que, vous savez, Haïti paraît très complexe et il y a des choses pourtant qui pourraient être faites rapidement. Michel Auriol va nous attendre un petit peu parce que les panélistes, il y a beaucoup de questions dans le public. Mais Michel Auriol a parlé de quelque chose de très important. Elle a parlé de réinventer un petit peu l'université. Il faut produire du savoir aujourd'hui en Haïti. Et à ce titre, j'aimerais souligner qu'il est inadmissible qu'au XXIe siècle, l'Université d'État d'Haïti, qui est l'université qui accueille 20 000 étudiants, parce qu'elle est gratuite, donc évidemment, dans un pays aussi pauvre qu'Haïti, elle est l'université la plus importante, n'est même pas inclus le genre dans son curriculum. Alors, ça veut dire quoi ça? Donc aujourd'hui, dans le monde, et de la science notamment, où il a été prouvé que beaucoup de femmes réussissent mieux, étudient mieux, les entreprises pareil, eh bien, les femmes ne sont pas considérées. Je vais vous donner un exemple simple. L'Université d'État d'Haïti, sur un conseil de direction de 36 hommes, vous avez 3 femmes. C'est inadmissible. Pourquoi? Parce que les universités produisent du savoir, transforment la jeunesse, projettent cette nouvelle jeunesse, et là, en faisant ce genre d'exclusion, eh bien, répète les stéréotypes d'une société patriarcale qui a échoué. Donc, c'est des choses auxquelles on doit penser. Emmanuel Adouillon, il y a des questions pour vous. Une question, est-ce que la crise du taux de change actuel est liée à l'incurie des aventures pétro-caribées? J'ai l'impression que Haïti bénéficiait du baril de pétrole à un prix subventionné par le Venezuela, et maintenant que le Venezuela a fait faillite, le gouvernement haïtien a choisi de payer lui-même cette subvention, quitte à se mettre en faillite et à condamner la société. Attendez. Merci, Nancy. Les données économiques haïtiennes sont très opaques, comme vous l'avez dit, mais j'ai l'impression qu'on fonce dans le mur et que l'État haïtien et la BRH sont à court de ressources, malgré des mesures extrêmes comme la nationalisation, entre guillemets, de la Sogénère. Va-t-on vers une répétition de la crise de juillet 2018 qui avait conduit à la chute du gouvernement de La Fontaine? D'accord. Bon, il y a beaucoup de questions dans cette question. Je vais essayer de répondre à la première partie. Est-ce que la crise du taux de change est liée au scandale de dilapidation des fonds pétro-caribés? Très rapidement, il n'y a pas eu d'études à ce sujet, malheureusement, mais la crise du taux de change est liée à plusieurs facteurs. Il n'y a pas un seul facteur qui soit à lui seul responsable de la situation actuelle. C'est toute une combinaison. Déjà, il y a les fondamentaux de l'économie. Nous ne produisons pas assez. Nous importons beaucoup. Il y a constamment une demande de dollars et
en retour, en parallèle, il n'y a pas autant de demandes pour la gourde parce que justement, nous ne produisons pas assez de biens et de services. Donc, à la base, c'est une question fondamentale, notre balance commerciale déficitaire. Ensuite, il y a le déficit budgétaire en soi. Quand l'État dépense plus que prévu, c'est à la Banque centrale, de combler ce déficit. Et qu'est-ce que la banque fait? La banque met sur le marché beaucoup plus de gourde. Et la gourde, plus il y en a, c'est strictement une question de off-demand. Plus qu'il y a de gourde, les gens vont utiliser ça pour demander plus de dollars. Et la gourde se dévalue parce qu'il y a justement beaucoup de gourde en circulation, mais tout ce que nous consommons, c'est en dollars. Et après, est-ce que c'est lié à Petro-Caribbean ou un autre acteur économique? Spéculation, on en parle. Oui, généralement, il y a un problème de spéculation. À quel niveau? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est ça justement le seul problème? Non, ça ne saurait être le seul problème. Comme je l'ai dit, c'est tout un mélange. Il y a beaucoup de facteurs et on doit agir sur à la fois. Et il y a aussi le conjoncturel, le fait que par moment, on est en période de crise ou bien par moment, il y a un pic au niveau du tourisme. Il y a beaucoup d'Haïtiens de la diaspora qui viennent en Haïti, donc il y a beaucoup plus de dollars. Ça va en quelque sorte, la goutte va se valoriser. Beaucoup de facteurs vraiment, et je pense qu'il faut éviter de tomber excusez-moi le mot, mais dans une sorte de démagogie. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de tout politiser. On essaie d'offrir des solutions simples, rapides pour accuser un tel ou un tel. Non, la question du taux de change n'est pas liée à un seul facteur, à une personne ou à un seul groupe de l'économie. C'est beaucoup plus complexe que ça et il faut l'analyser en ce sens. Donc, merci Emmanuela. On a dépassé le temps, mais vraiment, il y a quand même plus de 70 personnes avec nous sur Zoom et encore sur Facebook, encore davantage. Et il y a beaucoup de questions. Donc, on va essayer au moins de répondre à quelques-unes. Emmanuela, peut-être vous allez répondre à cette question encore. Il y aura des questions pour Michel Auriol et Patrick Sylvain également. Emmanuela, les sommes envoyées par la diaspora se chiffrent en milliards de dollars, mais ils n'ont pas leur mot à dire. Enfin, donc, la diaspora n'a pas son mot à dire. Dans la situation haïtienne, savez-vous ce que le gouvernement Martelly et de Jovenel Moïse ont fait des sommes récupérées sur les transferts d'argent? Emmanuela? D'accord, pas seulement. La diaspora envoie beaucoup d'argent en Haïti, c'est un fait, mais je dois dire en passant que tout cet argent est utilisé à des fins de consommation. Et qu'est-ce que nous consommons? Des produits importés majoritairement. Donc, c'est de l'argent qui passe en Haïti, mais qui, au final, retourne aux États-Unis, en République dominicaine. C'est pourquoi on ne voit pas vraiment l'impact de tous ces transferts de la diaspora. Et c'est quelque chose que la diaspora en soi doit repenser. Si on est dans un pays où les gens ne peuvent pas investir, où ils doivent constamment dépenser dans des produits importés, justement, donc toute cette contribution de la diaspora contribue plutôt à développer l'économie de la République dominicaine et l'économie américaine et aide au moins les gens à survivre en Haïti. Mais maintenant, la diaspora n'a pas son mot à dire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord et je ne pense pas qu'avoir son mot à dire, ça passe par une seule façon. Par exemple, le droit de voter ou le droit d'être élu. Il y a plus que ça. Il y a tellement de façons d'influencer ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe dans n'importe quel autre pays. Et je pense que la diaspora sous-estime sa force et n'utilise pas assez les outils à sa disposition. Surtout les Haïtiens américains qui, quand même, peuvent agir aux États-Unis de l'Haïti. Et après moi, qu'est-ce qui a été fait de cet argent, tout comme l'argent du trésor public, tout comme une grande partie de l'argent de la coopération? C'est autant de questions qu'on doit se poser. La corruption, elle est là. On a vu à travers les rapports de la Cour des comptes ce qui a été fait de l'argent des fonds Petro-Caribé. Et on doit aussi demander un audit de l'argent qui est collecté sur les appels, parce que je saurais dire ce qui a été fait de ça, sinon que dans un pays aussi corrompu que le nôtre, et quand on voit la réalité, c'est sûr que cet argent n'a pas servi à faire ce qui devrait être fait. Mais comment est-ce qu'elle a été gérée? On doit demander des audits et c'est ce que j'encourage pour que ce ne soit pas des opinions, mais des faits et qu'on ait des preuves pour montrer que
l'argent a été bien ou mal géré. Et c'est ce que le mouvement Petro-Caribé, à travers les jeunes, exige déjà depuis plus de 3 ans. Je m'excuse, il y a beaucoup de questions, mais il y a une question à plusieurs volets qui a été posée par Ginette Chérubin. Donc, je préfère lui passer la parole au lieu de la citer sur le chat. Ginette? Je te remercie, Nancy. Oui. Bon, je félicite tout le monde. Allô? On m'entend? Oui. Alors, ma question s'adresse à Patrick Sylvain ou à Michel Auriol, mais n'importe qui, le panéliste, pourrait répondre. Donc, moi, c'est pour éviter le risque d'entretenir l'exclusion ou de verser dans la stigmatisation. Il faudrait ajouter une nuance quand on parle de ceux qui sont les mondes démonisés. Parce qu'ils ne sont pas toujours à la solde de la bourgeoisie prédatrice ou d'hommes politiques sans scrupules. On a donné des exemples sous Aristide, sous Duvalier, mais si on remonte plus haut dans l'histoire, on peut aussi trouver des mondes démonisés, donc des gens qui n'ont pas d'identité, qui sont laissés pour compte, des paysans notamment, qui ont eu à réclamer leurs droits, surtout leurs droits à la terre, verdure, par exemple, et on va les revoir encore, ces mondes démonisés parmi les cacos, réhabilités d'ailleurs par Roger Gaillard. Donc, c'était juste pour dire que la cause des mondes démonisés n'est pas toujours odieuse, crapuleuse, elle peut être aussi légitime et noble. Donc, j'attends la réaction des intervenants. Merci beaucoup. Merci Ginette. Les intervenants, qui est-ce qui veut? Je crois que c'est Michel, Auriol et Patrick qui ont été particulièrement adressés. Michel? Bon, la démonisation, c'est le concept de Patrick. Donc, je lui laisse le soin de gérer son concept. D'accord. Ouais. Bon, et on parle simplement dire d'une façon qui est très simple. Et problème politique en Haïti depuis très longtemps, et avant même CACO, c'est façon que l'État est toujours servi avec paysans, l'œuvre et comme un ZAC, une arme politique. Et nous sommes capables de garder, par exemple, les mouvements ou l'oppression et tout ça, mais réhabilitation qui était supposée faite là, et qui vraiment est pas faite, et nous passer à Pétion, de façon que la terre était redistribuée, terre là, qui vient vraiment et mettre terre là en parcelle, vient créer et un gros problème, et par exemple. Et là, nous arrivons dans l'année 1865, la guerre civile et qui vient faite avec question Salnal Sylvain, et tout ça, c'est toujours question et terre là. Et là, nous sommes supposés rentrer avec anciens collègues et meilleurs intellectuels, un meilleur intellectuel haïtien qui mourit, qui c'est Michel Roth-Trouillot, et qui dit qu'il faut que nous reconstruire et même reconsidérer les notions de la paysannerie, qui Wallio en général. Mais journée aujourd'hui, là nous capables dire sorti à partir de 1957, mais même à 1960, et nous pas capables de parler de une paysannerie et encore en Haïti. Et raison, c'est que gagnons un aspect qui est vraiment important, nous pas parler de lui, c'est qu'en 1979, et Américains avec la USAID et fait un plus gros crime qui était capable de gagner dans les Caraïbes, c'est crime contre cochon créole, pas vrai, qui peut vraiment rentrer dans des millions de cochons que ont tués et qui lui-même qui peut rentrer dans le déboisement massif et pays d'Haïti et qui peut faire tout pour gagner une sorte de peuplement mouvement qui peut le faire et vers et Port-au-Prince et qui peut le baou Saint-Décabrillé mouvement de Boat People en 1981. Donc de 1979 à 1986, nous avons l'autre entre guillemets crise qui peut rentrer et nous parlons et mouvement et accélération pour démoniser les gens et qui peut le faire avec
tuer cochon créole yo, que nous pas parler de ça. Donc oui, tu gagné un moment et avec mouvement Kakou, tu as besoin de réhabiliter, remouniser les paysans yo, mais malheureusement, il n'est pas jamais arrivé fait parce que un combat est constant et contre paysans et mouvement constant contre paysans et malheureusement, il y a un président tant que l'ESCO vient aggraver la situation yo, parce que l'ESCO tout lui-même il vient mettre une politique d'apartheid et en Haïti que nous pas parler de ça qui prend le baou une question entre guillemets légitimité mouvement négritude mouvement noiris et Duvalier qui prend un effet direct et de mouvement l'ESCO qui est en forme de apartheid. Donc et problème non il a toujours été un problème moun, il a toujours été un problème et souche de comment que paysans, soi-disant paysans, capables vraiment d'être intégrés dans le développement pays d'Haïti que je ne dis jusqu'à présent toujours les que j'en fais. Merci. Les questions sont excessivement nombreuses. Hein. Il me semble, alors question de Kenel Delusca à Michel Auriol directement. Il me semble qu'il y a un certain refus ou mépris de la science dans la planification de la chose publique en Haïti. Michel a parlé de l'importance des intellectuels dans la quête de solutions durables à nos multiples problèmes. Alors, comment redonner une nouvelle place aux intellectuels dans les processus de planification, attendez, parce que c'est assez long, du développement du pays, tout en évitant le clivage avec le commun des mortels, et tout ceci dans un contexte où certains intellectuels sont plutôt guidés par des intérêts personnels cachés. Point d'interrogation. Et il insiste, j'adresse cette question au professeur Michel Auriol. Je vais essayer de répondre à la question. Pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui a accumulé des savoirs et des savoir-faire et qui produit une pensée. C'est pas parce qu'on a des gens qui sont passés à l'université à l'étranger et qui reviennent avec un diplôme quelconque qu'on est pour autant un intellectuel. Donc, on a vu ces dernières années se multiplier le nombre de gens revenant en Haïti avec des diplômes universitaires étrangers et qui ne font pas leur réacculturation à leur propre pays quand ils reviennent et qui sont donc destructeurs, enfin extrêmement destructeurs par rapport à la culture, à l'histoire et aux institutions haïtiennes. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse la différence donc, entre ces gens qui sont revenus dans les cabinets de ministres, etc., et qui étaient plus en quête, je dirais, d'une carrière personnelle qu'autre chose. Bon, et malheureusement, ça a beaucoup contribué à dévaloriser l'intellectuel en général. Je ne vais pas citer de nom, mais on les voit dans toutes les émissions à grande écoute à la radio ici en Haïti. Et ils ne font pas beaucoup honneur aux universitaires haïtiens diplômés d'Haïti ou de l'étranger. Donc, il y a une place à trouver, mais il ne faut pas assimiler automatiquement diplôme universitaire et intellectuel. L'intellectuel produit une pensée, il développe il oriente la façon dont les gens voient les choses, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour être un intellectuel. Merci Michel. Autre question, j'aimerais entendre, c'est Myrta Desulmé. J'aimerais entendre des solutions pour la crise conjoncturelle. Comment allons-nous désamorcer la crise qui sévit? Il y a le feu dans la maison et nous ne pouvons pas nous appliquer jusqu'à présent. Peut-être que Robert pourrait répondre à ça. Non, j'ai dit nous ne pouvons pas appliquer toutes ces belles solutions sans éteindre le feu. Ah ben voilà, Myrta complète. Mais j'aimerais d'abord remercier. Myrta, dites à qui vous voulez adresser peut-être vos questions. D'abord, j'aimerais remercier les organisateurs, Madame Roque et Qui le droit pour cette visioconférence très réussie. Mais
le problème est que, bon, tous les intervenants ont été brillants. Madame Auriol a été magistrale. J'aimerais faire juste 2 petits points à ce qu'a dit Madame Auriol, quand elle a dit que la MINUSTAH a essayé d'aider et que les États-Unis ne se rendent pas compte qu'ils nous écrasent. C'est très généreux de votre part, Madame Auriol, mais je crois qu'il y a une volonté systématique de maintenir Haïti dans le chaos et dans la pauvreté. Donc, ces gens-là ne sont pas là pour aider. Ils sont là pour enfoncer les clous dans la plaie. Je me suis trouvée en pleurs, me crier, pendant que Madame Auriol et Monsieur Sylvain ont parlé de la déshumanisation, de la cannibalisation, de toutes ces vidéos qui parcourent la toile, les médias sociaux, de Mounak Manger Moun. Vraiment, ça m'a fendu le cœur. Donc, comment on a rehumaniser Haïtiens? Parce que le problème est tellement accablant, je me rends compte qu'on ne sait pas où commencer, n'est-ce pas? Mais il y a une crise conjoncturelle. Et avant de pouvoir discuter de toutes ces questions qui sont là dans le chat et toutes les solutions qu'on veut appliquer, comment va-t-on désamorcer cette crise conjoncturelle qui sévit en Haïti? Il faut d'abord éteindre l'incendie qui existe avant de penser à appliquer des solutions. Et donc, j'aimerais, avant qu'on finisse, qu'on dise au moins un mot sur la crise conjoncturelle. Merci à tous et merci à tous les intervenants. Merci, Madame Desulmé. Nancy, est-ce que je peux intervenir? Qu'est-ce C'est audible. Oui. Oui. Je voudrais dire par rapport à la question posée que ce qu'on fait là tout de suite, c'est un début de réflexion, parce qu'il y a manqué de réflexion. On ne peut pas dire que le peuple haïtien n'est pas mobilisé. On a des manifestations tous les dimanches, on a parfois des manifestations extraordinaires de gens, des milliers, des centaines de milliers de gens, mais c'est la foule qui est en mouvement. Et ce qui est important maintenant, il faut trouver le cadre, il faut trouver la vision, il faut trouver le leadership. Donc, ce qu'on fait là, c'est un déblayage justement des difficultés. Et je crois qu'il y a beaucoup d'éléments de solution, mine de rien, qui sont sortis. Michel Mandé pour nous retourner avec la vocation de l'élite que presque on s'est posé. Donc, il faut que nous responsabiliser nous comme intellectuels et comme l'autre élite économique, progressiste, ça progressission. Et enfin, parler de nécessité pour nous comprendre l'histoire, pour nous c'est pour une fatalité, c'est pour dire une tragédie, mais tragédie sont qu'à sortir là-dedans. Robert dit tout que faut que nous essayions de reconstituer la société civile là, réorganiser les. Et je veux te dire, Madame Desulmé, qu'il y a effectivement beaucoup de gens dans ce pays qui s'agitent, qui tentent de trouver des solutions à la crise, à la fois conjoncturelle et structurelle. Maintenant, ce qui a toujours manqué, c'est cette pensée dont parle Michel Auriol. Cette pensée, justement, qui doit nous permettre de projeter notre nation dans la Caraïbe et dans le monde. Donc, je crois que c'est ça qui est important. Et Madame Desulmé, j'aimerais quand même vous souligner que j'ai lancé ces conférences. Je voulais en lancer 3 et puis bon, on verra comment ça se passe parce que c'est toujours les mêmes qui travaillent. C'est difficile aussi. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, on fait ça pour le pays, pour les ancêtres, comme on dit chez nous. Mais la finalité de ces conférences est de contribuer au rassemblement structurant des forces vives de la société civile, tant en Haïti que dans la diaspora, afin de proposer et de promouvoir des voies et moyens pouvant conduire à des améliorations durables de la situation du pays dans l'après-Jovenel Moïse et la prochaine décennie. Et nous croyons vraiment fermement, Madame Desulmé, que journée jeudi, alors Michel a parlé justement qu'aujourd'hui, la liberté de la parole est pervertie dans le bruit et la fureur. Et dans le bruit et la fureur, on ne peut pas réfléchir. Donc, si nous voulons réfléchir, non seulement
Là, où est-ce que nous avons fait avec la conférence, est-ce qu'il y a continué ou pas? Moi, j'ai pile demande pour ça. Donc, je dis merci en pile monde. Ça veut dire que quelque part, nous réussissons, ça ne devait faire. Mais en même temps, il faut que vous vous disiez qu'aujourd'hui, si nous pas foutis, mettez, pas de en pile, non, 50 mots ensemble, dans la diaspora avec en Haïti, pour structurer la pensée, les besoins d'une Haïti. Je ne parle pas de monde qui veut candidat ni rien, non. Je parle de monde qui travaille pour payer seulement, sans intérêt politique ni quoi que ce soit. Seuls les gens qui sont intéressés au bien commun d'Haïti. On a vu la République dominicaine le faire. Avec 50 personnes, la République dominicaine est passée en même temps que nous, après la chute de la dictature de Trujillo, d'un pays à vocation agricole à un pays touristique qui aujourd'hui est sur le point de devenir le leader touristique de la région. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire alors que nous étions avant eux? Mais parce que la République dominicaine n'a pas eu de lutte systématique pour la maintenir dans la pauvreté et le chaos depuis 1825, depuis la dette de l'indépendance, depuis il y a vraiment ce maintien systématique d'Haïti dans la pauvreté. C'est pour ça que la dette de l'indépendance a été imposée et tout ça a été renforcé en 1915 par l'occupation américaine. Oui, mais Madame Desulme, mais vous conviendrez avec moi que si nous avons pu être à l'avance de la République dominicaine il y a quelques années, en quelques décennies, pourquoi on ne pourrait pas le faire aujourd'hui? Parce que c'est à nous aussi de réaliser, comme disait Michel, si nous quittons blanc pour un pays, et puis que nous disons, bon, eh bien, on a un État fantôme, puisque toute bagaille, c'est blanc qui a décidé, ah ben oui, à ce moment-là, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Exactement. Mais moi, je crois, vous n'avez qu'à voir, Madame Desulme, mais les Haïtiens, dans le gouvernement canadien, dans le gouvernement de Biden aujourd'hui, oui, ce sont des succès individuels, mais je pense qu'on peut, si on se met ensemble, avoir des succès collectifs. En tout cas, c'est ce qu'on espère peut-être avoir. Michel, je crois qu'elle est en train de secouer sa tête, il n'est pas content. Parole à Michel. Juste dire un petit mot pour Myrta. La première chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on se mette dans une forme de complexe de Masada où on pense que tout le monde veut du mal à Haïti. Je pense qu'on a des pesanteurs anthropologiques et historiques qui font que nous avons beaucoup de difficultés à nous prendre en charge. Ça, c'est toute une autre conférence. Donc, il ne faut pas qu'on se voit comme jalousé ou haï ou détesté par tout le monde. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire très attention au conjoncturel. Le conjoncturel, souvent, il cache des ambitions personnelles et ça ne va pas plus loin. Donc, c'est pour ça que le conjoncturel fait toujours un peu peur et que, ayant travaillé dans l'administration publique et avec des hommes politiques, je sais bien que une fois qu'on est arrivé au pouvoir, ça veut dire dans le bureau du ministre au ministère ou au palais national ou à la primature, tout ce qui n'a pas été réfléchi avant ne sera jamais fait. Donc, je pense que notre contribution à nous, c'est de préparer, non pas des analyses générales, mais des choses très spécifiques sur des sujets très particuliers et avoir quelque chose à offrir. Ça veut dire qu'on parle de sécurité, mais la sécurité se décline à un certain nombre de points. Qu'est-ce qu'on va faire sur X et sur Y? Donc, je pense que c'est ça notre travail maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire en agriculture? On dit l'éducation est une priorité, mais quels sont les points précis sur lesquels il faut travailler pour faire une différence? Ça, je crois que bon, chacun on a ses compétences. Il y en a qui ont plus de compétences pour prendre le pouvoir. Il y en a d'autres qui ont des compétences pour travailler sur les dossiers. Je pense que je suis plus une femme de dossier que de pouvoir. Excusez-moi une seconde. Je ne minimise nullement tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. L'importance de toutes ces interventions sont très, très importantes.
et je ne minimise pas ce que nous faisons là. Et je n'ai aucun complexe de Masada, Michel. J'habite la Jamaïque et je vois la différence entre comment l'étranger, les États-Unis gèrent leurs relations avec la Jamaïque et comment ils gèrent Haïti. D'après la doctrine de Monroe, n'est-ce pas, ces îles britanniques, ni même la République dominicaine, aucun pays de la région ne subit l'ingérence qu'Haïti subit. Donc, comme ils étaient c'était des protectorats britanniques, donc on les a laissés faire. Parce que en blanc qui était pied sous tête, c'était Grande-Bretagne. Donc, ils n'ont pas occupé. Haïti, pour avoir voulu être libre, sous Monroe Doctrine, ils disent c'est pour contrôler pays nègres. Et c'est le problème de l'ingérence que nous avons. Donc, ça fait des années que je participe à ces conférences. Et donc, comme je dis, la conférence a été géniale, magistrale, merci. Mais à chaque fois que je participe à une conférence, le problème s'est empiré et on met fin à la conférence et il n'y a aucune solution et ça continue. Pareil et de plus belle. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne voulais pas que la conférence se termine et qu'on dise, bon, on a bien débattu du sujet, on a parlé de toute l'histoire d'Haïti, sauf... Non, mais Myrtha, nous allons quand même continuer certaines conférences. Il y en a une prévue le 5 mai prochain. Et par ailleurs, comme les gens l'ont suggéré, nous, on voudrait trouver aussi les moyens, pas seulement justement de rester dans l'oral, ça c'est notre spécialité. Non, non. Justement, de rassembler tout ce qui a été dit là et de le mettre à l'écrit en français, en créole et en anglais. Si on peut le faire en espagnol, ça sera très bien aussi, mais nous tenons à ce que ça soit des écrits. Maintenant, ce sont des initiatives qui permettent de réfléchir parce que la plupart du temps, on parle et on ne réfléchit pas. Et il faut un temps de réflexion. Et ce n'est pas non plus, Myrtha, d'un coup de baguette magique qu'on va changer Haïti. Comme on l'a vu avec nos panélistes aujourd'hui, la question est très complexe. Donc, il faut se mettre, moi je crois que la création de think tank, la création de ce genre d'initiative où il y a vraiment des réflexions profondes et des échanges, et pas seulement sur une conférence, nous espérons, bon, les gens nous l'ont demandé, on va y réfléchir, on ne veut pas s'engager tout de suite, mais déjà nous avons une conférence le 5 mai prochain, très très importante. Je vous ferai parvenir tout ça à travers les réseaux sociaux et tout, et les lettres, enfin le chip mail à travers la base de données que nous avons eue. Mais il faut, la réflexion, ça prend du temps. Et c'est aussi facile de détruire, je crois que vous connaissez cette légende de Myrtha Desulmé qui disait qu'il y avait un empereur chinois qui disait « oui, il faut attaquer tel pays parce que moi je veux tel pays » et puis le sage chinois répond « mais ce n'est pas la peine d'attaquer ce pays, tout ce que vous n'avez qu'à faire, c'est de le laisser se dégrader avec la corruption et dans 25 ans, vous aurez un pays totalement corrompu avec des gens incapables de faire quoi que ce soit et vous n'aurez même pas besoin de dépenser d'argent pour faire une guerre. » C'est un petit peu ce qui nous est arrivé. Donc, évidemment, comme disait Michel, et elle est optimiste, elle dit qu'il faudra 25 ans aujourd'hui, une génération, pour reconstruire ce que nous avons détruit. Alors, ça c'est une autre réflexion aussi, parce que peut-être que les technologies vont nous aider à aller plus vite. Moi, j'y crois aussi. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui, regardez ce qu'ont fait les Petro Challengers. Ils ont réussi à quand même faire bouger un pays, même s'ils n'ont pas réussi dans leur finalité, en mettant l'accent sur le procès Petro-Caribé. Donc, de toute façon, nous n'avons, malgré le pessimisme réaliste, nous n'avons que le choix d'espérer, pour nous et pour nos enfants. Et c'est pour ça qu'après 8 ans, finalement, j'ai décidé de faire ça. Ou sinon, moi, je rentre encore de ma caverne et je vous dis au revoir. C'est tout. Donc, mais il faut essayer. Moi, je dis, il faut toujours essayer. Voilà. Alors, il y a
Il y a encore des réflexions, des compliments, etc. Je vous remercie infiniment d'avoir participé, mais je crois qu'il va falloir clôturer. Je remercie infiniment nos panélistes, je remercie infiniment le public, mais il faut vraiment qu'on y aille. Cette conférence sera enregistrée aussi sur YouTube parce que je sais qu'il y a beaucoup de frustration de gens à cause justement de ces gens qui ont voulu tout gâcher au début et qui n'ont pas pu rentrer, mais ça a été enregistré, ça sera diffusé sur YouTube, donc ils pourront, tout le monde est capable d'écouter et chance à que nous te gagné. M'a dit merci en pile à tout le monde sur Facebook, tous côtés. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous nous avez encouragé aussi à faire route ensemble, sans vouloir imiter un slogan, vers quelque chose de peut-être constructif. C'est justement de réfléchir en dehors du bruit et de la fureur, comme le disait Michel. Donc, avec nos partenaires, nous allons examiner, analyser tout ça. On ne veut pas trop s'engager. Nous avons normalement, conférence brûlante prévue pour le 5 mai prochain, mais je préfère m'abstenir de donner le thème aujourd'hui parce que elle n'a pas cause de problème. Donc, restez à l'écoute, suivez-nous et merci beaucoup et prenez soin de vous. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Merci à mes panélistes, les partenaires, Carlos, le côté technique qui a dû combattre, n'est-ce pas, comment on appelle ça, Carlos? Tu m'as dit qu'il y avait des hackers, etc. Les spammers, les hackers. Les spammers, les hackers qui ne voulaient pas entendre l'intelligence, c'est ça. Les Zoom bombers. Les Zoom bombers. Jerry, merci. Tu as été bien silencieux. Oui, merci à Nancy Arroudi. Merci beaucoup. Merci énormément, Rudy. Rudy sera de nouveau mon bras droit pour la prochaine conférence. Allez, au revoir. Merci infiniment. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Salut. Alors, je demande à mes partenaires, évidemment, qu'on se réunisse pour une analyse de tout ça, pour la prochaine conférence. Après. Non, je vous laisse partir maintenant. Je vous laisse vous reposer, aller manger, etc. Mais on se retrouvera pour la suite. Merci à tout le monde. Merci. Salut. Ciao. Merci.